Bonjour Jacques Laberge, coach formateur en vente. Je suis ici pour vous expliquer pourquoi c'est prioritaire de former la force de vente. Il y a plusieurs problématiques qui expliquent qu'une force de vente ne performe pas et on est capable d'agir là-dessus. Première problématique qu'on va rencontrer est au niveau de la gestion de l'équipe de vente en tant que telle. Quand je dis gestion, je parle aussi encadrement. Donc, un processus de vente qui pourrait être déficient. Aucun plan d'intégration. On sait qu'un plan d'intégration va réduire le temps avant que votre représentante devienne performante. Aussi, ça va réduire grandement le taux de gens qui quittent l'entreprise. Ça fidélise aux employés. La mauvaise gestion des priorités au niveau des gestionnaires et aussi de ne pas valoriser le coaching et la formation en entreprise. Donc ça peut être répulsif pour les représentants et les représentantes des ventes. Maintenant, on s'entend que les problématiques ne viennent pas juste de la direction. Plusieurs problématiques viennent des représentants en tant que tels. Un des principaux problèmes, c'est que le représentant ou la représentante ne vend pas la valeur ajoutée. Une question piège que je pose, c'est pourquoi je vous choisirais comme fournisseur? Et très souvent, on va me répondre, j'ai des bons produits, j'ai des bons services, je vais travailler fort pour vous. Mais ça n'a aucune importance. Le client, lui, est-ce que vous l'aidez par ce genre de réponse-là à prendre une décision, à voir comment votre produit va l'aider à régler son problème? Absolument pas. Vendre la valeur ajoutée, c'est avoir fait le travail du cadre, des son cas, d'avoir structuré notre discours. Mais la valeur ajoutée, et être capable de la communiquer, ça permet au client de comprendre comment vous allez l'aider. Et plus encore, dans certains cas, ça va vous permettre de dégager une marge. Le client va être prêt à payer plus cher pour votre produit ou service parce qu'il comprend la valeur. Mais s'il ne comprend pas, vous allez être condamné à vendre un prix. Donc, être capable de vous démarquer, trouver une réponse, mettez la valeur ajoutée de vos produits et services en avant. Sans ça, vous passez à côté, vous ne vendez qu'un prix. Incapable d'adapter son processus de communication. Moi, je pose la question qui est très simple, d'accord, question piège. Est-ce qu'on devrait toujours traiter nos clients comme on aimerait être traité? Là, ça lève la main. Ah oui, 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 oui. Une fois de temps en temps, il y en a un petit wise dans le groupe ou une petite wise qui va dire pas sûr, non. Ben, la réponse, c'est non. Il y a 16 profils différents. On a un profil, il y en a 15 autres à lesquels on doit s'adapter. Et en vente, c'est pas au client de venir nous chercher, c'est à nous d'aller le chercher dans sa réalité. Ce qui veut dire qu'un client qui sera extraverti et feeling va être travaillé très différemment d'un client qui va être introverti et thinking, par exemple. Et ça, il faut que ça soit compris par le représentant. Sinon, on vit des histoires d'horreur. On va trouver des clients bêtes quand ils ne sont absolument pas. Puis à l'inverse, on va dire qu'il est donc têteux parce qu'on est à l'opposé de son profil. Donc, il faut comprendre les profils, les préférences de communication. Autre point capital et qui est une faiblesse flagrante, on l'a dit tantôt, introverti, ça on en a parlé, comprendre, est-ce que je m'adresse à un auditif? Le profil de négociateur. Trop peu d'entreprises s'intéressent au profil de leurs représentants en négociation. Hey, c'est là que se gagne la profitabilité. C'est là qu'on donne ou on prend des choses. Et comment dire, nos représentants arrivent désarmés face aux acheteurs. Ben, il faut les former sur la négociation. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi leur profil, c'est quoi les autres profils, qu'ils s'ajustent et qu'ils structurent. Et ça, c'est la faiblesse. Trop souvent, les acheteurs sont beaucoup mieux structurés à négocier que le représentant. Formez-les à négocier. Le langage non verbal. Le langage non verbal, là, les gens disent, ah, on se croise les jambes, on croise les bras. Non, non. En vente, c'est stratégique. On est de la mise en scène à faire. Quand on présente, quand on utilise nos bras pour dire, hey, je vais vous amener là. Hey, mes gestes viennent conforter ce que mes paroles disent. Le client me négocie, je vais me reculer, je vais avoir une réaction, je vais avoir un silence. Il y a un paquet de stratégies non verbales qu'on doit utiliser sciemment en vente pour impacter dans la relation avec le client.
Évidemment, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais le CAB et son cas, je parle encore à des entreprises qui ne savent même pas c'est quoi, caractéristiques, avantages, bénéfices. Vous ne vendrez pas des caractéristiques, ça n'intéresse pas personne. C'est les bénéfices qui intéressent les gens. Il faut donc vendre les bénéfices de vos produits et surtout comment le bénéfice va aider votre client. Et ça, vous devez rajouter le son cas, parce que le son cas, c'est les 6 motivations d'achat. Ça veut dire que quelqu'un qui cherche la nouveauté versus quelqu'un qui préfère le confort, on y parle pas de la même façon, on y présente pas de la même façon. Fait que ça, si c'est pas fait, vous donnez aucune chance à votre force de vente de gagner contre des représentants qui auront plus d'expérience et qui vont maîtriser ce genre de concept-là. C'est la base. Autre chose, autre point, c'est l'écoute. Écoutez, donc le mot écoute est encore là, 75% des acheteurs dans un sondage sur Salesforce ont dit que les représentants des ventes ne les écoutent pas. Hey, c'est énorme, 75%. Pourtant, tu te retournes vers les représentants des ventes, puis tu poses la question, puis ils disent tout, hey, moi, j'écoute mon client. Mais c'est pas vrai. Les gens écoutent mal. En vente, on a trop tendance à aller de l'avant parce qu'on est des extrovertis, à shooter l'information avant même d'avoir écouté. On gagne beaucoup plus de ventes à se fermer la boîte, à écouter, qu'à parler trop vite. Donc, dans les formations que nous faisons, nous avons vraiment, un focus qui est mis sur comment écouter, comment structurer une écoute active en vente, comment tu prends des notes, comment tu utilises les 7 types de questions, la reformulation pour aller chercher toute l'information. Et qui contrôle l'information en vente a des grosses chances de gagner le deal à la fin de la présentation. Le représentant, le touriste. Le représentant qui arrive au-dessus de ses affaires, pas de stratégie de développement, pas de stratégie de compte, pas de stratégie de produit. Ses clients l'aiment, ça j'entends ça assez souvent, puis qui va se promener puis qui va dire, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ces gens-là, là, vous volent pratiquement de l'argent parce qu'ils font pas leur job de représentation, puis ça vous coûte des sous parce que ceux qui font leur job ramassent chez eux. Puis ça, en plus, ces représentants-là ont aucune stratégie de vente croisée et aucune stratégie de référencement. J'aimerais ça que vous fassiez le calcul de vente que vous perdez en ne formant pas ces gens-là. Donc, on a le touriste qui est à former. On a aussi le déstructuré. Des gens qui n'ont pas de script, qui ne savent pas quoi dire à leurs clients, pas d'ordre du jour quand ils rencontrent leurs clients. C'est pas des mauvaises personnes, mais ils n'ont pas de plan d'action. Ils savent carrément pas quand commence la journée, comment va avoir de l'air leur journée. Puis ça, c'est une autre chose. Si tu regardes leur agenda, ça risque faut être fort. Faut pas avoir de problème cardiaque parce que ça peut entraîner des conséquences sur la santé. Un représentant qui est désorganisé, des études démontrent peut perdre jusqu'à 30 à 40% de son temps en territoire. Ce qui veut dire que 50% ou 40% de la productivité de votre territoire est perdue à cause de désorganisation. Ça fait mal. Moi, j'appelle ça mon dangereux. Dangereux pour l'entreprise. Parce que cette personne-là, là, un CRM, c'est pas pour lui. Un CRM, c'est un outil de contrôle, c'est de la perte de temps. J'ai pas besoin de ça. J'ai toutes mes informations dans la tête. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que si jamais un extraterrestre le kidnappe, il arrive quoi avec l'information? L'entreprise n'a plus rien. Ce que cette personne-là ne comprend pas non plus, c'est qu'elle, elle s'arrête, elle voit ça comme un outil de contrôle. Hey, mon boss me surveille. Non, rien à faire. Non. Un CRM, c'est un outil qui permet de bâtir des stratégies de vente croisée, de référencement, des stratégies marketing. C'est notre cheval de guerre. Vous le remplissez mal, vous nuisez à toutes les étapes de l'entreprise. Ça ne peut pas se faire. Il faut vraiment encadrer les représentants qui ne veulent pas utiliser un CRM. C'est inacceptable, tout simplement. Il faut les former, il faut qu'ils comprennent le pourquoi, il faut qu'ils l'utilisent pour optimiser et mécaniser les ventes pour augmenter le chiffre d'affaires et leur chiffre d'affaires. Puis, immanquablement, si on augmente leur chiffre d'affaires, on augmente leur salaire. Ils ont intérêt à le faire sur le plan personnel. Le peureux, le crâneur, ça, j'avoue que j'adore parce que ça, tu les vois arriver. Puis là, moi là, fournis-moi les leads, je vais le closer. Mais si
écoutez, quand quelqu'un me dit ça, moi, dans ma tête, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin de toi. Je pourrais mettre à peu près n'importe qui, puis il va être capable de le closer. La personne a déjà exprimé son désir d'avoir le produit et service. Pourquoi je paierais 60, 70 000, 100 000 pour un représentant qui n'est pas capable de faire un cycle de vente de A à Z? Donc, pour moi, le peu heureux, excusez l'expression un petit peu québécoise, trop chieux pour faire sa propre prospection, d'avoir des stratégies, qui a trop peur de parler à des clients, j'ai de la misère, là, OK? Parce que oui, on numérise. Je vous dis pas qu'il faut pas numériser, il faut mécaniser les opérations de vente. Mais un représentant doit être aussi capable de partir un processus de vente, de faire évoluer la pensée du client et de l'amener dans son cycle de vente. S'il n'est pas capable de faire ça, pourquoi qu'on le paye aussi cher? Bon. Donc, moi, mon peu heureux, mon crâneur, c'est, il faut les former. Est-ce que ils sont, comment dire, est-ce qu'on est capable de les recycler ou faudrait s'en débarrasser? C'est à voir. Mais ça dépend des organisations. Mais comme moi, je dis toujours, si on me répond, hey, à partir du moment que j'ai le lead, je suis bon, non, t'es pas un bon représentant, t'es pas une bonne représentante. J'ai Robin Desbois. On a vu tantôt former les gens à négocier. Mais les gens qui ne savent pas négocier, là, je dirais pas que c'est pas vrai qu'ils ne savent pas négocier. Ils ne savent pas négocier avec leurs clients, mais ils vont voir leur directeur, leur directrice des ventes, et là, ils négocient des rabais. Ces gens-là vous grugent une profitabilité. C'est pas des mauvaises personnes, mais si vous les formez pas, si vous leur donnez pas les techniques de négociation, de préparer les concessions, les compromis, ce qu'on donne, ce qu'on prend, si c'est pas structuré, c'est comme ouvrir la fenêtre puis garrocher des dollars par la fenêtre, c'est ce que vous perdez. Et là, on parle peut-être de milliers de dollars par année gaspillés par des représentants qui auraient pu négocier, défendre le prix, défendre leur offre, puis ils ont préféré reculer immédiatement parce que c'est plus facile, puis ils ont trop peur d'être en opposition avec le client. Alors que la négociation, c'est une confrontation, là. Une confrontation assertive. On ne doit pas briser la relation, mais il y a quand même des places où on doit dire non dans un échange avec un client. Si on est incapable de faire ça, il y a une problématique majeure. On a aussi le représentant, souvent qui est très humain et qui ne veut pas déranger le client. Il a fait sa proposition. Puis là, je l'ai appelé une fois, puis il n'est pas sûr, puis il ne rappelle plus. 40% des représentants abandonnent après le premier suivi. Et ça, c'est la job des directeurs des ventes de suivre le CRM puis de voir si le représentant fasse leur suivi. On devrait suivre une soumission, un client, jusqu'à temps qu'on ait une réponse, un oui ou un non. Évidemment, on ne veut pas passer pour un harceleur. Il faut donc que quand on appelle, on soit un petit peu créatif, qu'on rajoute quelque chose, qu'on ait une idée, une promotion, un angle d'attaque, un ancrage qui va nous permettre d'appeler, de faire une tentative de closing, mais pas juste du closing, vous comprenez? Parce que si vous appelez 6 fois en 2 semaines pour dire pi, ben là, je vais dire, t'es un achalant, appelle-moi plus. OK? Mais si tu m'appelles avec quelque chose qui me fait réfléchir, amène une information nouvelle, peut-être une stratégie de prix, quelque chose, n'importe quoi. Mais trouvez quelque chose, un ancrage, que quand vous appelez, vous faites votre suivi, que ça ait un intérêt pour le client de vous parler. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs problématiques majeures au niveau de comportement, de façon de faire d'une entreprise qu'on doit absolument former et coacher pour vous permettre, vous comme organisation, d'atteindre de nouveaux plateaux. C'est ma spécialité. Je vous invite à me joindre. J'ai un bureau à Québec, à Montréal. À Québec, pour me rejoindre 418-254-2979. Montréal, 514-980-2979. J'ai un numéro sans frais qui est le 844-980-2979. Puis ça, les chiffres, là, si c'est trop compliqué, pas de crayon, rien, vous avez à retenir un nom, Jacques Laberge. Vous allez sur jacquelaberge.ca et vous allez retrouver toute cette information-là. Vous allez pouvoir m'appeler et ça va me faire plaisir de discuter avec vous de formation en ligne, de formation sur place, de coaching en ligne, coaching sur place, en fonction de vos besoins spécifiques, des caractéristiques de votre équipe de vente pour rendre votre organisation plus efficace.
D'ici là, je vous souhaite bonne vente et au plaisir de se croiser.